Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vu cette image. Elle capture le lancement de Artemis 2, une mission qui a concrétisé deux choses à la fois. Le retour de l'humanité en orbite lunaire pour la première fois, en 50 ans, et un nouveau record pour la présence soutenue d'Homo sapiens la plus éloignée dans l'espace. Aussi impressionnante soit-elle, cette mission n'est qu'un prélude à toute une série d'aventures humaines à couper le souffle dans l'espace qui approche désormais et qui sont appelées à définir les années à venir. Des centres de données en orbite, des stations spatiales internationales privées, des bases sur la Lune et en fin de compte, la colonisation de Mars. Après des décennies où de telles idées existaient principalement dans le domaine de la science-fiction, il semble maintenant que l'humanité ait franchi le Rubicon et avance avec audace vers l'inconnu, dans l'immense abîme de l'espace. Prête à entreprendre les projets les plus ambitieux de l'histoire ? Est-ce une nouvelle course à l'espace comme durant la guerre froide ? Pas exactement. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, il ne s'agira pas d'une course effrénée entre deux superpuissances rivales de la guerre froide, une compétition où il n'y eut en réalité qu'un seul vainqueur. Ce sera une course façonnée par des dizaines, voire des centaines d'entreprises du monde entier qui construiront l'écosystème des futurs colons de l'espace. Nous partons dans l'espace, mais cette fois, nous y allons pour y rester de façon permanente. La première vague de colonisation spatiale commence. Il est raisonnable de supposer que la puissance future de l'IA reposera sur des données venues de l'espace et que l'accès à celle-ci sera l'une des ressources clés du XXIe siècle. Le monde a déjà reconnu les entreprises impliquées dans les semi-conducteurs, les centres de données et les terres rares, comme en témoigne leur valorisation. Si l'IA doit devenir la nouvelle infrastructure du monde, la conquête des étoiles ne fera qu'accélérer cette tendance. Ensuite, une provision de 0,2% s'applique. N'oubliez pas que tout investissement comporte des risques. Il est difficile de mettre en mots ce qui s'est passé dans l'industrie spatiale ces derniers mois et ces dernières années. Rien qu'aux États-Unis, plusieurs familles de fusées réutilisables sont actuellement en développement, soutenues par les fortunes de milliardaires américains. En Chine, au moins 3 entreprises travaillent sur des systèmes similaires, tandis que même des sociétés privées en Europe essaient de surfer sur cet élan extraordinaire. La NASA annonce des plans pour une base permanente sur la Lune. Musk dévoile des images d'une catapulte électromagnétique de 50 km à la surface lunaire, tout en se disputant avec d'autres géants de l'industrie pour savoir qui placera le plus de serveurs dans l'espace. Son entreprise, SpaceX, a déjà déposé une demande officielle auprès de l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de déployer 1 million de satellites serveurs en orbite. Nous ne sommes plus qu'à quelques mois du lancement des premières stations spatiales privées par des entreprises comme Boost et Axiom. Après les avancées extraordinaires des années 1960 et 1970, l'humanité a perdu une partie de sa motivation à continuer de franchir les obstacles les uns après les autres. Mais aujourd'hui, il ne fait guère de doute que nous sommes à l'aube de développements qui pourraient porter la civilisation humaine au-delà de la Terre. Alors, quelles percées nous attendent ? Centres de données orbitaux. Il est impossible de ne pas commencer par la nouvelle ruée vers l'or, les centres de données orbitaux qui pourraient bientôt entourer la Terre entière par millions. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce vraiment réaliste ? Regardons cela de plus près. L'actuelle explosion de l'IA fonctionne sur des serveurs qui engloutissent des sommes colossales. Mais ce n'est pas seulement les serveurs qui servent à entraîner les modèles d'IA. Il y a aussi les serveurs souvent négligés, utilisés pour l'inférence. Pour faire simple, certains serveurs servent à construire l'IA, d'autres à la mettre à disposition des utilisateurs. C'est cette deuxième catégorie qui est maintenant au centre de l'attention, car à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, la puissance de calcul nécessaire pour les soutenir augmente également. Les plus grandes entreprises, OpenAI, Google, xAI, Anthropic et Meta, prévoient de dépenser des dizaines de milliards dans les années à venir pour de nouveaux centres de données. Mais ils atteignent peu à peu des limites.
Et cette limite n'est pas seulement la capacité de production bon marché, mais aussi une résistance publique croissante. Que cette résistance soit justifiée ou non, c'est une autre histoire. Le fait est que les entreprises ont déjà du mal à garantir l'approvisionnement en énergie nécessaire pour faire fonctionner d'énormes centres de données. Et avec le temps, ce défi ne fera que s'accentuer. L'accès aux terrains adaptés, à l'électricité et aux infrastructures sera de plus en plus difficile. Le nombre d'emplacements viables pour les grands centres de données est limité. Ou plutôt, nous devrions le formuler autrement. Le nombre de ces emplacements sur Terre est limité. C'est pourquoi même les plus grands acteurs lèvent désormais les yeux et regardent vers les étoiles. Alors que les plans d'Elon Musk sont souvent considérés comme irréalistes, des constellations de serveurs en orbite ont également été proposées par Google, Jeff Bezos, Blue Origin et Nvidia pour la start-up StarCloud. SpaceX détient bien sûr un avantage majeur ici, surtout après avoir racheté il y a quelques semaines à peine l'autre entreprise de Musk, xAI. L'entreprise est désormais responsable d'environ 90% de la masse lancée en orbite chaque année. Alors pourquoi mettre des serveurs dans l'espace ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le principal argument contre cette idée est le coût d'envoyer 1 kilogramme en orbite. Mais cela aussi évolue rapidement, et ces coûts devraient fortement diminuer dans les années à venir. En fait, nous disposons déjà de presque toutes les technologies nécessaires pour construire de telles constellations. Ces satellites disposeraient d'une source d'énergie solaire pratiquement illimitée, alors que la production de masse à faible coût permettrait d'ignorer le besoin de réparer les unités défaillantes, qui se consumeraient simplement dans l'atmosphère ou seraient déplacées vers ce qu'on appelle l'orbite cimetière. Mais qu'en est-il du refroidissement ? Le vide ne compliquerait-il pas la tâche ? En réalité, c'est l'inverse. Ici sur Terre, le refroidissement peut consommer jusqu'à 40% de l'énergie d'un centre de données. Dans l'espace, ce type de refroidissement est pratiquement gratuit. Selon la loi de Stefan Boltzmann, la chaleur est émise dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge grâce au refroidissement radiatif. Des radiateurs externes déployables pourraient facilement gérer la chaleur générée par les processeurs en orbite. D'autant que ces systèmes utiliseraient probablement des puces spécialisées qui gèrent la chaleur bien mieux que leurs équivalents terrestres. Bien que beaucoup imaginent les centres de données en orbite comme d'immenses installations, ils n'auraient pas cette apparence dans l'espace. En réalité, ils seraient composés de centaines de milliers de petits satellites reliés par des communications laser, un peu comme SpaceX le fait déjà avec Starlink. Il faut préciser qu'il ne s'agit ni de présentation pour investisseurs, ni de promesses futures. Cela se passe ici et maintenant. Nvidia a annoncé son processeur spatial Vera Rubin, tandis que SpaceX et Tesla ont commencé à construire une usine pour les puces d'IFRI, conçue spécifiquement pour une utilisation dans l'espace. Tout cela se passe en même temps que des demandes officielles pour déployer de tels satellites en orbite et que des tests de prototypes déjà en cours dans l'espace. Elon Musk va encore plus loin, affirmant qu'il s'agit du premier pas pour faire passer l'humanité au niveau 1 puis éventuellement au niveau 2 sur l'échelle de Kardashev, proposée par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev. Cette échelle mesure l'avancement technologique des civilisations. Le type 2 fait référence à une civilisation capable de capter toute l'énergie émise par son étoile centrale, dans notre cas, le Soleil. Dans cette vision, des millions de puces dans l'espace utiliseront cette énergie pour créer ce que Musk appelle l'abondance radicale, un monde dans lequel l'humanité peut satisfaire tous ses besoins. SpaceX aura clairement un avantage dans ce domaine, mais d'autres géants veulent aussi y participer. Blue Origin intensifie ses efforts en travaillant à augmenter la cadence de lancement de ses fusées lourdes réutilisables. Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, est récemment devenu à la fois investisseur et PDG de Relativity Space, tandis que Sam Altman, d'OpenAI, aurait envisagé d'investir dans Stockspace ou de l'acquérir. Il devient de plus en plus plausible que la puissance future de l'IA repose sur une intelligence fonctionnant directement depuis l'espace. Internet et connectivité directe aux appareils. Tout cela est possible grâce à une révolution déjà en cours, même si son ampleur et son impact passent souvent inaperçus. Les bases ont été posées par SpaceX et son désormais légendaire Starlink, un système qui a non seulement soutenu l'Ukraine en temps de guerre,
mais aussi apporter l'Internet haut débit en Afrique, dans des régions isolées, sur des navires et des avions de passagers. Starlink compte désormais plus de 10 millions d'utilisateurs et ce nombre augmente de plusieurs dizaines de milliers chaque jour. Mais ceci n'est qu'une partie du plan bien plus vaste de SpaceX, une voie que d'autres entreprises commencent maintenant à suivre. Amazon construit une constellation rivale, tout comme Blue Origin avec TerraWave. Les deux sont liés à Jeff Bezos. Mais alors qu'Amazon se concentre sur les utilisateurs individuels, TerraWave de Blue Origin vise de grands clients professionnels exigeant des vitesses énormes, jusqu'à 6 téraoctets par seconde. L'Union européenne développe son propre système, Iris-2 conçu moins pour concurrencer Starlink que pour donner à l'Europe une indépendance stratégique. Au-delà de cela, il existe plusieurs autres initiatives, d'un sérieux variable, notamment Tianfan ou SpaceSail en Chine, même si pour l'instant elles restent encore loin derrière Starlink. Nous avons déjà traité la rivalité stratégique autour de l'orbite terrestre basse dans un épisode séparé, qui mérite vraiment d'être vu. Mais ces projets constituent déjà la première étape d'une refonte complète du système de communication mondial. Les avancées technologiques, associées aux orbites plus basses auxquelles les satellites sont désormais déployés, rendent possible des choses qui étaient autrefois hors de portée. Une nouvelle génération de puces pour smartphones, combinée à la densité croissante de la constellation Starlink, permet à SpaceX d'entrer sur le marché des opérateurs mobiles. Le système de connexion directe au smartphone permet aux smartphones modernes ordinaires d'utiliser la connectivité téléphonique par satellite. Et la prochaine génération de puces, attendue dans les téléphones d'ici 2027, est conçue pour permettre la transmission de données depuis l'espace à des vitesses comparables à celles des réseaux mobiles 5G. Starlink Mobile, pour laquelle la société de Musk a acheté des actifs de spectre à EchoStar pour 17 milliards de dollars, propose désormais ses services à 12 millions d'utilisateurs mobiles dans le monde entier grâce à des partenariats avec des opérateurs télécoms. La société a aussi participé à des enchères pour acquérir des fréquences valant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le plus grand rival de SpaceX dans ce domaine, AST Space Mobile, propose également des services en partenariat avec des géants tels qu'AT&T, Verizon et Vodafone. Ce marché est énorme, avec une valeur mondiale d'environ 1 250 milliards de dollars par an. En proposant à la fois l'Internet par satellite et la connectivité mobile, SpaceX dispose de tous les outils nécessaires pour rivaliser et générer des centaines de milliards de revenus annuels, rien que pour cette partie de son activité. Cela doit à son tour aider à financer ses projets bien plus ambitieux de centres de données en orbite, et en fin de compte, la colonisation de Mars. Et il ne fait guère de doute que d'autres géants de l'espace tenteront eux aussi de s'emparer de cet argent. Station spatiale privée. Mais les services destinés aux personnes sur Terre ne sont pas la seule source de profit envisagée par les entreprises spatiales. La Station spatiale internationale, vieillissante, a depuis longtemps besoin d'être remplacée, et sa mise à la retraite a déjà été repoussée plusieurs fois. Il y a quelques années, la NASA a lancé un programme assez chaotique pour financer des stations spatiales commerciales et a sélectionné plusieurs entreprises pour travailler dessus. Ce programme mériterait un épisode dédié, donc en résumé, une grande partie s'est effondrée. Des entreprises se sont retirées, ont fusionné avec de grands groupes ou ont changé de cap. À ce jour, le programme reste très controversé. Certaines entreprises, jugeant le financement de la NASA utile mais non essentiel, développent désormais des stations de façon indépendante. La plus avancée de loin est Vast Space, qui prévoit de lancer son module actuellement testé en tant que station spatiale autonome Haven 1 au début de 2027. Avec le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, le module est conçu pour accueillir un équipage de 4 personnes. Un an plus tard, en 2028, le premier module d'un successeur direct de l'ISS devrait atteindre l'orbite. Appelé Haven 2, il est censé offrir un volume pressurisé supérieur à celui de l'ISS. Une fois la construction terminée, en 2032, son équipage de 12 personnes devrait avoir accès à 510 mètres cubes d'espace de vie et à 1160 mètres cubes de volume pressurisé total. L'avantage de l'entreprise réside dans le fait de suivre le modèle de SpaceX en se concentrant sur la production interne des modules dans son usine aux États-Unis. Axiom Space a choisi une voie différente. L'entreprise a externalisé la construction des modules en Europe. Thales Alenia Space
a déjà livré le premier module aux États-Unis où il doit être rattaché à l'ISS. Cela pourrait s'avérer être un avantage pour Axiom. Se rattacher à l'ISS pourrait permettre un retour sur investissement plus rapide et donner à l'entreprise un avantage pour obtenir de futurs contrats avec la NASA. Cela permet également une utilisation temporaire de la station existante, ce qui facilite la répartition du travail sur ses futurs modules indépendants et sa future station. Cela laisse encore deux grandes inconnues en jeu. D'un côté, il y a Blue Origin, qui s'est associé à Sierra Space. Ensemble, les deux entreprises travaillent sur la plateforme Orbital Reef. Ces dernières années, on a beaucoup parlé des tensions entre les partenaires et d'un ralentissement de fait des progrès. Mais de nouveaux rapports ont récemment commencé à émerger concernant une reprise du développement. La station est censée offrir un espace comparable à celui de l'ISS, mais avec moins de modules. Un détail qui mérite d'être noté est que Sierra Space développe des modules gonflables. Ils atteindraient l'orbite sous une forme compacte et ne s'étendraient qu'une fois dans l'espace, ce qui permettrait de créer de véritables grands espaces intérieurs. Le problème, c'est que la plupart de ces hypothèses datent de 5 ans, donc beaucoup de choses ont pu changer. Nous devons attendre une version mise à jour du plan. La deuxième grande inconnue est bien sûr SpaceX. La société d'Elon Musk n'a jamais annoncé sa propre station spatiale, et aucun rapport connu n'indique qu'elle en construit une. D'un autre côté, SpaceX possède déjà tous les éléments clés nécessaires pour construire une grande station privée. Elle dispose d'un lanceur lourd et d'un véhicule Starship, qui devrait offrir 1000 mètres cubes de volume, soit plus que l'ensemble de la Station spatiale internationale. Elle dispose également de systèmes de survie issus de Dragon et du HLS lunaire, le système d'alunissage habité. Elle dispose aussi des logiciels, des aménagements intérieurs et de l'expérience des missions habitées. Un jour, Musk pourrait simplement monter sur scène et annoncer une station spatiale privée, créant instantanément un problème majeur pour tous ses concurrents. Il est également impossible d'éviter les questions géopolitiques. Alors que la Station spatiale internationale était, et bien, internationale, l'accès à l'espace pourrait désormais dépendre d'entreprises entièrement privées et entièrement américaines. Au lieu d'une coopération internationale en orbite terrestre basse, les États pourraient bientôt devenir guère plus que des clients de l'industrie spatiale américaine. Il est difficile de ne pas voir cela comme un pas en arrière, d'autant plus que rien n'indique que quelqu'un en dehors des États-Unis offrira des services comparables de sitôt. Alors, où se déplacera ensuite la rivalité géopolitique ? C'est la prochaine partie de notre analyse. Sans aucun doute, la Lune deviendra une nouvelle arène à la fois de compétition et de coopération. Base sur la Lune. Le 24 mars 2026, Jared Isaacman, le nouveau directeur de la NASA, attendu par l'agence presque comme un sauveur, a dirigé la conférence Ignition. Son objectif était de présenter des changements radicaux au programme spatial américain, des changements qui auront également un impact majeur sur les programmes spatiaux des autres pays. Le premier coup est tombé sur la station lunaire Gateway, que la NASA a tout simplement abandonnée, au grand désarroi, sans aucun doute, de ses partenaires des agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes, qui travaillaient déjà tous sur des éléments de la station. Mais y a-t-il vraiment de quoi le regretter ? Gateway avait toujours été un compromis forcé, dicté par la réduction des budgets, la nécessité de satisfaire les intérêts de plusieurs entreprises spatiales et les limites des fusées disponibles. Elle était censée être une petite station en orbite lunaire, coûteuse à entretenir et apportant relativement peu au développement du secteur spatial. A-t-on proposé quelque chose à la place ? Oui, camp de base Artemis. Le récent vol Artemis 2 était la première étape d'une série vers cet objectif. Artemis 3, prévue pour 2027, est censée être une mission de démonstration en orbite terrestre basse, testant le rendez-vous et l'amarrage d'Orion. Artemis 4 et 5. En revanche, doit faire atterrir des humains sur la Lune en 2028. Le camp de base Artemis est la suite logique de cet effort, avec des bases lunaires qui devraient voir le jour d'ici 2033. Un budget prévu de 20 milliards de dollars sur les 7 prochaines années est destiné à financer la première colonie humaine au-delà de la Terre, située au pôle de la Lune. Cet emplacement devrait permettre d'accéder à la glace lunaire
qui pourraient être utilisés pour produire de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'eau. Pour la NASA, une priorité essentielle est de maintenir l'unité entre les partenaires des accords Artemis, un ensemble de principes non contraignants dirigés par les États-Unis sur la manière dont les pays devraient coopérer dans l'exploration spatiale civile, en particulier autour de la Lune. Les plans de la NASA prévoient que la surface de la Lune soit inondée de véhicules prototypes, de modules, de systèmes d'alimentation et de technologies industrielles et minières. Cela doit être rendu possible grâce à des missions lunaires habitées régulières, à terme jusqu'à 2 fois par an. Cela doit à son tour reposer sur des systèmes commerciaux de sociétés tels que SpaceX et Blue Origin, permettant ainsi de retirer la fusée SLS. Le programme prévoit également la construction des premières centrales nucléaires sur la Lune, permettant non seulement la survie humaine sur place, mais aussi l'émergence de la première industrie spatiale. Cela ressemble à de la science-fiction, mais ces projets sont déjà en train d'emprunter une voie qui paraît de plus en plus réalisable. Une fois de plus, comme par le passé, la NASA souhaite se concentrer sur des projets d'une ambition extrême, tout en laissant les missions plus routinières à des prestataires privés. Washington utilisera presque certainement ce programme pour souligner, une fois de plus, sa domination dans l'espace. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que la Chine tenter de remettre en cause cette position. Les pays occidentaux ainsi que certains États arabes rejoindront probablement les missions américaines, tandis que la Russie est peu susceptible de jouer un rôle majeur dans cette course. La Chine poursuit son propre programme lunaire visant un atterrissage habité vers 2030 et prévoit de commencer à construire une base peu de temps après. Cela signifie une chose. La Lune est sur le point de devenir l'un des principaux terrains de rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine dans les années 2030. Et rien ne stimule davantage le progrès humain qu'une concurrence féroce. Tout cela vise à poser les bases d'une industrie spatiale axée sur l'extraction minière, le traitement et la fabrication, et à rendre l'expansion plus loin dans le système solaire beaucoup moins coûteuse. Vers la destination dont l'humanité rêve depuis des siècles. La planète rouge. La colonisation de Mars. Tous les projets décrits jusqu'à présent sont extraordinaires, mais la colonisation de Mars est de loin la mission la plus importante que l'humanité puisse entreprendre. Mars est la réponse à toutes les équations ci-dessus. Les serveurs en orbite, les stations spatiales, une base lunaire et une industrie spatiale sont censés fournir non seulement le capital, mais aussi la raison de lancer des dizaines, voire des centaines de fusées dans l'espace chaque jour. Elon Musk a enfin trouvé un moyen de financer l'ambition de sa vie, tandis que la NASA a enfin commencé à prendre l'expansion spatiale au sérieux. Cela a retardé les plans de SpaceX de quelques années, mais cela les a aussi rendus plus réalistes. Les premiers vols d'essai vers Mars sont désormais prévus pour 2028, tandis que le premier atterrissage de fret est attendu en 2030. Cette fois, ils sont censés être soutenus par un réseau croissant d'entreprises privées, l'expérience lunaire et une présence humaine en expansion au-delà de la Terre. Sous nos yeux, un nouvel ordre est en train de se dessiner, porté non seulement par les États, mais surtout par le capital privé, la technologie et l'intelligence artificielle. D'abord l'orbite terrestre basse, puis la Lune, et au-delà, la planète rouge, Mars. Dans cette nouvelle course, les enjeux ne sont plus seulement le prestige. Ils ne se limitent pas à l'influence, à l'industrie, aux données, à la connectivité, ni à une place dans l'équilibre futur des puissances. Ce qui est en jeu, c'est aussi le prochain grand saut de l'humanité.